je suis avec l'équipe Optimiki du Kremlin-Bicêtre et donc je suis en compagnie de Franck Carbonel qui est gastro-entérologue donc au CHU de Kremlin-Bicêtre, Lisiane Marté qui est aussi gastro-entérologue Kremlin-Bicêtre, Audrey de Cotigny qui est pharmacienne et qui fait partie de l'équipe ETP Miki, Laura Ardouin qui est infirmière de coordination Miki, Laurence Geoffrey qui est psychologue et puis Isabelle Audry qui est diététicienne. Merci beaucoup d'être présent pour répondre aux questions et à cette foire aux questions des patients. On en a sélectionné quelques-unes. Donc, on va commencer sur les questions de traitement et médical. Donc, Lisiane, est-ce que la Miki est-elle un facteur aggravant du Covid-19? Alors, on avait jusqu'à présent assez peu de données, mais il commence à y avoir des informations sur des études internationales qui ont regardé ce que donnait l'évolution de l'infection Covid chez les patients qui étaient atteints de maladies inflammatoires. Et il y a deux facteurs de risque qui semblent associés à des formes un petit peu plus sévères. C'est d'une part la corticothérapie et d'autre part l'activité de la maladie. Ce qui veut dire deux choses. Il faut absolument que les patients évitent l'automédication par corticoïdes. S'il y a lieu de prescrire des corticoïdes, ça doit être absolument fait avec le regard d'un médecin. Et puis, ça veut dire aussi que c'est très important de garder la rémission qui a été obtenue avec les traitements immunosuppresseurs ou avec les biothérapies, pour lesquels, par contre, il n'y a pas de signal particulier. Et donc, c'est des traitements qu'il ne faut surtout pas interrompre. Il faut poursuivre ces traitements pour maintenir la rémission de la maladie et éviter le surrisque. Ok. Alors, maintenant, si moi, je suis donc atteint d'une Miki et que j'ai un Covid-19, est-ce que ça risque de me déclencher une poussée? Alors, on n'a pas de données qui montrent qu'il y a une augmentation des poussées de maladies inflammatoires chez les patients qui sont atteints de Covid. Donc, on est plutôt rassuré de ce côté-là. En revanche, il faut quand même se méfier de deux choses. D'abord, il y a des patients qui, par peur d'être infectés par le Covid-19, ont arrêté leur traitement. Et donc, dans le cadre de l'arrêt des traitements, il peut y avoir des réactivations de la maladie. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des manifestations digestives induites par l'infection Covid chez un patient sur 5 environ, avec des diarrhées, des douleurs abdominales, des nausées, vomissements. Donc, tous les troubles digestifs que vont présenter les patients ne sont pas forcément liés à la maladie, mais possiblement à l'infection Covid. Quand même, les malades se connaissent bien leur poussée, et souvent ils arrivent à faire la part des choses. Ils en ont expérience pour les infections à CMV ou à Clostridium. Les symptômes dus à l'infection ne sont pas exactement les mêmes que les symptômes digestifs de leur poussée de maladie inflammatoire. D'accord. Alors, donc du coup, tout de suite une question pour Audrey. Donc, on en a parlé. Si je suis sous cortisone, donc est-ce que j'ai un risque d'avoir un Covid-19 aggravé? Et à partir de quelle dose et quelle durée de traitement les corticoïdes sont considérés comme des immunosuppresseurs? Alors, de façon générale, les traitements corticoïdes pris au long cours par voie orale, intraveineuse ou intramusculaire sont associés à un risque immédiat d'infection. Et ceci, ça dépendra bien sûr de la dose, de la durée d'administration. Et il y a quand même une variabilité entre individus, puisque ça dépendra aussi des traitements associés et des pathologies associées. Mais de manière générale, les corticoïdes systémiques comme prednisone, prednisolone provoquent donc un risque infectieux de Covid-19, et ce, à une posologie supérieure ou égale à 20 mg par jour. Donc une consultation médicale appropriée et recommandée auprès du spécialiste qui accompagnera les patients dans la diminution et l'arrêt des corticoïdes, et ce, dans les meilleures conditions et dans les brefs délais. À savoir que les patients qui sont porteurs de la maladie Covid-19 devront arrêter les corticostéroïdes, et ceci ne devra pas se faire seul. Il faudra bien sûr un accompagnement médical. Et de manière générale, je peux dire que les patients qui sont sous corticoïdes, immunosuppresseurs ou biothérapie doivent rester le plus possible chez eux, ne doivent sortir que pour les rendez-vous médicaux importants et nécessaires, et doivent faire appel à leur entourage pour les courses de première nécessité, et bien sûr limiter les contacts en respectant les gestes barrières. Ok.
Alors, question plutôt organisationnelle à Laura. D'accord, moi je suis sous Remicade ou Infliximab. Est-ce que je peux aller faire mes perfusions à l'hôpital? C'est quoi le protocole? C'est quoi votre expérience ici au Kremlin-Bicêtre? Et si j'ai peur de me rendre à l'hôpital pour ma perfusion, est-ce que je peux la repousser? Alors, effectivement, on a beaucoup de patients qui sont inquiets de venir à l'hôpital pour faire leur perfusion, de peur d'être contaminés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre ligne de conduite, c'est de poursuivre les traitements par biothérapie, parce que le risque de la poussée est toujours présent et on ne peut pas l'anticiper. Donc, notre ligne de conduite, c'est de venir faire vos perfusions à l'hôpital. Nous, à Bicêtre, on a mis en place plusieurs choses. Notamment, on a délocalisé l'hôpital de jour au rez-de-chaussée pour éviter que les patients aient à monter dans les étages de l'hôpital. Dès qu'ils arrivent dans le service, on leur propose on leur donne un masque. On fait un petit interrogatoire pour évaluer s'ils n'ont pas des symptômes du Covid ou s'ils n'ont pas eu des symptômes, afin de les isoler si c'était le cas. Et pour ceux, par exemple, qui ont peur de venir à l'hôpital en prenant les transports en commun, on leur donne un bon de transport à titre exceptionnel pour qu'ils puissent venir en taxi conventionné. Et ceux qui sont inquiets d'aller faire leur prise de sang dans des laboratoires avant le traitement, on leur propose une ordonnance pour qu'une infirmière puisse leur faire à domicile. Donc, on essaye de mettre plusieurs choses en place pour qu'on limite les contaminations. D'accord, donc ne pas repousser évidemment la perfusion. Audrey, beaucoup de patients en fait prennent des thérapies alternatives ou complémentaires. Donc, est-ce que je peux prendre n'importe quelle thérapie complémentaire pour éviter ou pour renforcer mes défenses immunitaires contre le Covid? Alors non, l'utilisation de médecines alternatives complémentaires, c'est-à-dire les huiles essentielles, l'aromathérapie, la phytothérapie, ne doit pas être pris à la légère, et ce pour quelle que soit la pathologie chronique. Il s'avère que si le patient désire prendre ces médecines alternatives complémentaires, ils doivent se rapprocher d'un professionnel de santé compétent, pharmacien hospitalier, pharmacien de ville ou spécialiste qui pourra les informer du risque qu'il encourt s'il l'utilise. À savoir que ces médecines alternatives ne sont pas dénuées d'effets secondaires et de contre-indications. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un patient Mickey qui veut prendre de la réglisse pour ses propriétés hépatoprotecteurs ou antivirales ou antibactériens, entre autres, il s'avère que la réglisse a des propriétés minéralocorticoïdes qui provoquent une sécrétion au niveau rénal du cortisol. Donc là, c'est contre-indiqué avec une corticothérapie. Et je rajouterai qu'il ne faut surtout pas que ces médecines alternatives complémentaires se substituent au traitement habituel. Et bien sûr, se rapprocher des professionnels de santé compétents qui pourra accompagner les patients dans ces thérapies. Ok. Alors, une question que beaucoup de patients se posent, c'est si je contracte le Covid, est-ce que je pourrais bénéficier du traitement à base de chloroquine? Alors, bien sûr, une prise en charge médicamenteuse personnalisée est tout à fait possible. Je tiens à préciser que les médicaments à base de chloroquine ne sont pas les seuls médicaments utilisés. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y a un meilleur traitement que l'autre. Il y a beaucoup d'études expérimentales qui sont en cours et qui sont en cours aussi bien en France qu'à l'étranger. Et les médicaments testés, pour la plupart, ce sont donc le remdesivir, qui est un antiviral qui a été utilisé pour soigner l'Ebola, l'association de deux antiviraux qui sont le ritonavir et le lopinavir, utilisés depuis de nombreuses années pour les patients infectés par le VIH. Et on a effectivement l'hydroxychloroquine, qui est un antipaludéen et un médicament utilisé entre autres pour le lupus, qui est un médicament à marge thérapeutique très étroite et qui peut provoquer des effets secondaires très graves au niveau cardiaque. C'est pour ça qu'il faut une initiation à l'hôpital. Il ne faut surtout pas commencer ces traitements seul à la maison. C'est un médicament donc, pour lequel on devra réaliser un ECG donc, à l'initiation, puis ensuite sur plusieurs jours. Il y a d'autres études qui sont en cours ou qui vont le devenir avec des médicaments utilisés pour l'asthme ou pour les BPCO. Et aussi des médicaments qui modulent l'immunité comme le tocilizumab. Voilà, merci. Je pense qu'il faudra qu'on la refasse. Tocilizumab, qui ont un grand intérêt dans les formes sévères. En fait, ce qu'on peut dire de manière générale,
c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement meilleur qu'un autre pour traiter les patients infectés par le Covid. Et il n'y a pas non plus de traitement préventif des infections Covid-19. Ok, merci beaucoup. C'est très complet. Alors, Franck Carbonel, on a pas mal d'enfants qui sont sous immunosuppresseurs atteints de MICI. Donc, quand on est un enfant atteint de MICI sous immunosuppresseur, quelles sont les recommandations? Est-ce qu'on a plus de risques qu'un adulte d'avoir un Covid aggravé? Plutôt moins. Il y a moins d'infections sévères chez l'enfant que chez l'adulte. Il y a eu un cas qui a défrayé la chronique il y a quelques jours en France. Il y en a eu d'autres, un aux États-Unis, une observation dramatique, un autre en Angleterre. Mais de manière générale, l'infection paraît moins sévère chez l'enfant que chez l'adulte. Les précautions vis-à-vis des immunosuppresseurs sont les mêmes chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, on essaye de diminuer et d'arrêter assez rapidement les corticoïdes, comme l'a dit Audrey. Pour les autres médicaments, on les maintient, sauf lorsqu'il y a une infection à Covid-19 avérée, où là, ils sont temporairement suspendus, puis repris quand l'infection est résolue. En gros, c'est la conduite à tenir générale. D'accord. Ok. Alors, sur le suivi médical, Lisiane, on repasse à vous. Comment ça s'organise finalement le suivi médical quand je suis malade de MICI et que je dois faire des consultations, des examens biologiques, des imageries? Alors, il y a deux situations. D'abord, il y a les examens réglés, invasifs, les endoscopies, les chirurgies programmées. Ces examens-là sont différés à une période un petit peu plus clémente à distance de l'épidémie. Pour le suivi plus classique, les bilans de biologie, les examens d'imagerie, c'est avoir au cas par cas. C'est le médecin qui évalue en fonction de la situation du patient s'il est nécessaire de maintenir ou non l'évaluation à la date prévue. Pour les examens de biologie, comme en hôpital de jour, on peut tout à fait proposer aux patients qu'une infirmière vienne à la maison pour faire le bilan, s'il est nécessaire d'être maintenu. Pour l'imagerie, l'idée c'est de le faire plutôt en ville où il y a probablement moins d'allées et venues des patients infectés. Si c'est un examen qui doit se faire à l'hôpital, il faut quand même être rassuré, la plupart des hôpitaux ont pris des précautions et par exemple à Bicêtre, on a complètement isolé les deux circuits d'imagerie des patients qui sont infectés Covid et des patients qui ne sont pas infectés, qui sont carrément dans deux bâtiments différents sur deux secteurs de radiologie différents. Ok. Pour la consultation, c'est pareil, c'est au cas par cas, elle peut être maintenue ou différée. Si elle est maintenue, là encore, elle peut être faite si c'est un suivi. On a juste besoin de l'interrogatoire et des données des examens. Elle peut être faite par téléphone ou par visioconférence. En revanche, il y a quand même des patients qui devront venir à l'hôpital quand il y a des poussées, quand il y a besoin d'un examen clinique. Et donc, soyez rassurés, les consultations sont quand même beaucoup allégées. La plupart des consultations sont faites par téléphone. Donc, les quelques patients qui viennent à l'hôpital pour des consultations, en général, viennent et ne croisent pas d'autres personnes. Ils sont seuls en salle d'attente, ils sont pris rapidement, sans attendre. Et donc, ça simplifie beaucoup la prise en charge pour ces patients qui sont censés venir quand même à l'hôpital pour la consultation. Et si j'ai une urgence, par exemple, donc si j'ai une poussée de MICI, comment je fais? À qui je m'adresse? Alors, il y a plusieurs solutions. L'idéal, c'est de prévenir son médecin référent. Il faut surtout éviter les automédications en disant je reste à la maison et je me traite tout seul. Parce que comme on l'a vu, les corticoïdes, c'est pas recommandé. En tout cas, pas sans avis médical. Et puis parce que les troubles digestifs, c'est pas forcément la maladie qui se réveille. Ça peut être des troubles digestifs liés à une infection Covid. Ça peut être aussi des troubles fonctionnels parce que le confinement, la situation actuelle est un peu angoissante et ça peut ressentir sur le transit. Donc il ne faut pas se lancer forcément sur un traitement avant d'avoir authentifié la poussée. Donc contacter son médecin référent en ville ou à l'hôpital. Le médecin référent, c'est le gastro, hein? Oui, c'est le gastro-entérologue. Donc le gastro-entérologue de ville ou de l'hôpital. Dans les centres où il y a une infirmière de coordination comme Laura, il ne faut pas hésiter à téléphoner ou envoyer des mails. Et puis, si toutefois les patients sont un peu démunis parce qu'il y a parfois des médecins référents qui ne sont pas joignables, qui peuvent même être malades avec des cabinets fermés, il faut quand même avoir en tête que la plupart des CHU ou des grands hôpitaux gardent une activité soutenue et donc gardent de la place pour les patients en poussée, à la fois en hospitalisation si les poussées sont sévères, mais en consultation. Nous, on a une consultation de multi-urgence où on peut accueillir des patients, même qu'on ne suit pas habituellement, mais dans le cadre d'une poussée et qui ont besoin d'être revus en urgence et qui n'ont pas accès aux soins actuellement facilement.
D'accord, ça c'est très clair. Alors, Franck, si je contracte finalement le Covid-19, quand est-ce que moi je peux être considéré comme n'étant plus contagieux? Alors, euh, en fait, pour répondre à cette question, les études sont fondées sur des prélèvements itératifs qui ont été faits chez des patients qui ont eu la maladie. Alors là où ça se complique, c'est que ça varie selon le lieu de prélèvement. Le lieu de prélèvement habituel, c'est au niveau du pharynx, et on estime que la durée médiane de portage du virus est de 20 jours, mais ça varie de 8 à 37 jours. Plus c'est grave, plus la durée de portage est longue, et ça peut être plus long chez les malades immunodéprimés. Mais là-dessus, on a peu d'informations. Si maintenant on recherche le virus dans les crachats ou dans les selles, la durée de la présence de l'ARN du virus, qui n'est pas forcément le virus infectant, est plus longue. En particulier dans les selles, c'est nettement plus long. Donc si on veut retenir un message simple, deux chiffres, la médiane de durée est de 20 jours et ça peut aller jusqu'à 37 jours. Donc si on veut être vraiment prudent, eh bien on est plus contagieux à partir de 30 ou 35 jours. Si vous voulez. Une question qui est connexe à celle-ci, c'est quelle est la durée de confinement, la durée au-delà de laquelle on peut rompre le confinement. Eh bien, dans la majorité des cas, en France, où on n'a pas un accès facile au test, c'est qu'il faut compter au moins 7 jours depuis le début des symptômes et au moins 3 jours après la résolution de ces symptômes. Donc, si on a ces deux critères, j'insiste, les deux, à ce moment-là, on peut rompre le confinement à la maison. On peut sortir de chez soi et, par exemple, aller travailler, par exemple. Ok, très bien. Alors, des questions évidemment qui sont plus au caractère social. Alors, c'est vrai qu'à la fin, on a beaucoup ce type de questions. On a pas mal travaillé sur le dossier, mais Laura, quand on doit s'arrêter de travailler ou en tout cas si on est à risque, comme être un patient atteint de Mickey sous immunosuppresseur, au travail, qui dois-je contacter? Donc, il faut que vous préveniez votre médecine du travail qui, eux, vont évaluer votre aptitude à travailler sur votre poste. Pour cela, nous, on fournit des certificats attestant que le patient a bien une pathologie chronique, sans préciser la pathologie, et qu'il doit rester dans la mesure du possible au maximum à la maison. Donc après, c'est à la médecine du travail de juger si oui ou non c'est envisageable ou si un télétravail est possible. Voilà. Ouais. En fait, c'est surtout l'objectif, c'est d'éviter la question du secret médical auprès d'un employeur qui saurait ce que vous avez comme maladie. Il y a aussi la possibilité de s'auto-déclarer maintenant en arrêt de travail quand on est sous immunosuppresseur et atteint de métier. Et alors, du coup, quand je suis sous immunosuppresseur avec un proche, enfin proche de mon domicile, et que le télétravail est impossible, est-ce que moi je dois m'arrêter de travailler pour me protéger? Donc c'était ça la deuxième question. Est-ce que je peux avoir un arrêt de travail? Alors pour la personne, pour le proche du patient, nous on ne fournira pas d'arrêt de travail. On lui recommande dans la mesure du possible d'aller travailler tout en respectant les gestes barrières, donc respecter les distances de sécurité d'1 mètre, se laver les mains régulièrement, utiliser des mouchoirs en papier, enfin, des gestes barrières qu'on entend un petit peu partout. Toutefois, il peut quand même aussi, cette personne, signaler à son employeur, enfin à sa médecine du travail, que chez lui, il y a une personne à risque en fournissant l'attestation, le certificat, et essayer de voir ce qui est possible d'organiser ou d'aménager son poste. Mais arrêter la personne qui agite avec le patient, pour le moment, n'est pas envisageable. D'accord. Alors après, on peut quand même demander effectivement des arrêts de travail auprès d'un médecin. Par exemple, c'est vrai que quand on est une mère d'un enfant malade, c'est toujours un petit peu compliqué d'établir les gestes barrières avec un enfant. Donc dans ces cas-là, peut-être qu'il est possible d'obtenir un arrêt de travail. Dans ce cas-là, à voir effectivement avec son médecin traitant et qu'il y ait des symptômes et une justification de cet arrêt. Mais par mesure de prévention, nous, il n'y a pas d'arrêts qui sont envisagés. Ok. Alors, Franck Carbonel, sur la grossesse, parce qu'on a pas mal de questions sur quels sont les risques pour les femmes enceintes et le fœtus, quand on a, quels sont les risques d'avoir un Covid quand on est une femme enceinte pour la mère, bien évidemment, mais aussi pour l'enfant, et quelles sont les recommandations? Alors, pour ce qui est de la grossesse, donc il y a quelques données qui sont disponibles.
il n'y a pas beaucoup d'éléments qui suggèrent qu'il y a une transmission du virus in utero. Il y a quelques cas cliniques qui suggèrent que c'est possible, mais la règle générale, c'est qu'on admet qu'il y a peu de transmission du virus in utero. Le cours évolutif de l'infection par Covid-19 chez la femme enceinte est peu différent de celui qui est observé chez la femme non enceinte, mais il peut y avoir des formes graves. Et quand on a une infection sévère par le Covid-19, il y a plus d'événements défavorables, c'est-à-dire davantage de césariennes et de prématurité. D'accord. Alors pour ce qui est de l'allaitement, il y a eu une petite étude sur la présence du virus dans le lait. On n'en a pas trouvé, mais il est possible de transmettre, la mère peut transmettre à l'enfant par les contacts répétés qui ne passent pas forcément par le lait lui-même. D'accord. Et on a justement l'expérience de nourrissons atteints du Covid? Il y en a eu quelques-uns, oui. Oui, oui. D'accord. Ok. Et l'expérience Infection néonatale, oui. D'accord. Ok, ok. Laurence, alors on passe plutôt effectivement à la question du confinement. Quand on a des symptômes digestifs, est-ce que c'est le stress ou est-ce que c'est la maladie? Alors, on sait bien que le confinement est une période assez particulière qui engendre des changements d'habitude de vie et donc des changements au quotidien. Et ces changements peuvent engendrer du stress qui lui-même a des répercussions physiologiques. C'est le corps qui en fait envoie un signal et donne une indication sur ce que vous vivez actuellement. Alors ces troubles-là sont principalement des troubles du sommeil, de la fatigue, des céphalées, des troubles dorsaux, enfin des douleurs dorsales, pardon, ou des troubles du transit. Les troubles du transit les plus fréquemment reconnus sont une perte ou une augmentation de l'appétit, des ballonnements, un transit qui s'accélère ou qui au contraire se diminue. Tous ces éléments-là ne veulent pas dire que vous êtes forcément poussé. Encore une fois, vos émotions s'expriment par ce biais-là, et le but est justement d'apprendre à les gérer. Et ça, c'est une autre question. D'accord. Alors on verra effectivement, d'ailleurs on peut peut-être passer directement à la question de savoir comment on peut gérer le stress en temps de confinement. Alors, le stress reconnu en temps de confinement est principalement lié, comme on le disait tout à l'heure, à une perte de repères et donc à des changements, notamment par rapport aux liens sociaux qui ne sont plus les mêmes, des changements d'habitude de vie avec le travail qui ne se fait plus forcément sur le lieu de travail, des activités qu'on a cessées, etc. Et tout ça peut engendrer des sentiments de solitude, de vide, d'impuissance, voire même de prise en otage. Et donc, on peut donner quelques petits repères pour aider à vivre ce temps qui n'est pas forcément évident avant que la panique arrive. Quelques repères intéressants, ça peut être de garder des horaires fixes. Par exemple, des repas à horaire, on sait que vers 13h, on déjeune ou que le temps de travail est dédié au télétravail et respecté entre le matin et l'après-midi peuvent donner un rythme et du coup permettre de reprendre la main sur des journées qui peuvent sembler toutes pareilles. Garder une activité physique régulière, même commencer d'autres activités telles que la danse ou le yoga qui sont faciles à pratiquer chez soi, peut aussi être une possibilité. Le fait de garder du lien social à travers les appels ou les visioconférences ont prouvé qu'on gardait un lien et on pouvait rester en contact avec notre entourage de façon certes un peu différente, mais qui permet tout de même de se sentir entouré. Et puis, il y a des petits outils, par exemple des exercices de respiration, de relaxation, qu'on trouve d'ailleurs facilement par des applications ou par exemple la méditation pleine conscience, qui sont des outils assez intéressants pour gérer ce stress et qui en plus vous serviront toute votre vie. Et puis, in fine, on peut aussi se poser la question de comment mettre à profit ce temps de confinement qui est donné, comment le rendre intéressant ou bénéfique, et ainsi se donner des objectifs et s'ouvrir une perspective. Merci beaucoup. On compte sur vous peut-être pour nous donner des petits tuyaux un peu plus tard, si vous en avez, en particulier de respiration et de choses comme ça. Alors, on passe à l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'alimentation. Comment, finalement, Isabelle, on peut se nourrir bien en temps de confinement? Alors, il faut bien comprendre que le confinement ne doit pas modifier son mode alimentaire habituel. De toute façon, qu'il doit rester sur une alimentation équilibrée, qui soit suffisante en calories, en protéines, en vitamines, minéraux et en fibres, pour bien couvrir les besoins. Et je rappelle d'ailleurs qu'en rémission, les fibres aident au maintien de l'équilibre du microbiote et dont l'issue permet aussi de nourrir les colonocytes. Donc c'est quand même important d'avoir cette alimentation suffisante.
Pour cela, eh bien, il faut répartir son alimentation en 3 repas. Et je rejoins un petit peu ce que dit Laurence, c'est bien de pouvoir cadrer, faire un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Alors, le petit déjeuner, simplement, il doit être constitué d'un produit laitier. Donc, ça peut être un yaourt, du lait, du fromage blanc. Un produit céréalier à type de pain, de biscottes ou céréales, voire une viennoiserie de temps en temps, parce qu'il faut garder le plaisir aussi. De beurre pour la vitamine A, plus ou moins fruits, plus ou moins du sucre, ou confiture ou miel par exemple. Et à cette composante, rajouter au déjeuner-dîner donc une portion de légumes verts et une part de fruits pour l'apport en fibres, vitamines, minéraux aussi. Effectivement, de varier dans les matières grasses, avoir des huiles différentes pour bien nourrir les cellules. Et puis, bien sûr, au moins l'un des 2 repas, une portion de viande, de poisson ou d'œuf. Il faut maintenir effectivement un apport hydrique suffisant, donc il peut être d'1 litre d'eau plus du thé, du café ou tisane, sinon 1,5 litre au moins, et l'eau reste la seule boisson utile. Ça veut dire par là qu'il faut limiter aussi ces boissons sucrées. Et peut-être profiter du confinement aussi pour prendre le temps de préparer ces repas à base de denrées brutes, les moins transformées possibles. Il y a des choses qui se disent un petit peu là-dessus. Ça limitera l'apport d'additifs, ça limitera peut-être l'apport de certains composants. Pour l'instant, c'est le sujet d'étude. Mais rester sur quelque chose de relativement simple. Et à partir de là, voilà, on doit pouvoir. Il faut garder cette notion d'équilibre alimentaire. Ok. Et alors, beaucoup de patients nous disent effectivement qu'ils ont diminué aussi la question d'activité physique. Alors, est-ce que ça a plus une mauvaise influence sur la Mickey? Comment est-ce que le fait de diminuer son activité physique aura une mauvaise influence sur la maladie? Alors, ce qui est quand même prouvé, c'est que tonifier ses muscles, ça a quand même diminué la sensation de fatigue dans les Mickey. Donc, c'est quand même important de pouvoir maintenir cela. Alors évidemment, vu le confinement, on est quand même limité dans les propositions, mais comme disait Laurence, effectivement, on peut penser au yoga, à la danse. Il y a aussi des choses très simples. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel. Il suffit, par exemple, de pouvoir faire de la gymnastique douce à type de pilates, mais des choses qui restent quand même efficaces à partir du moment où c'est fait régulièrement. Il y a des sites, effectivement, où on peut être connecté avec vidéo à l'appui, qui sont proposés par des profs de pilates ou autres. Mais qui permettent justement, notamment vous avez, je ne sais pas s'il faut les citer, mais il y a plusieurs sites dans ce sens. On peut se rapprocher aussi de son centre hospitalier. Effectivement, il peut y avoir de l'atelier thérapeutique sur gérer sa fatigue, par exemple, où on montre comment tonifier ses muscles en adaptant à son état de fatigue. Et si vraiment cela n'est pas possible, alors à ce moment-là, il faut vraiment veiller à ne pas prendre de poids. Surtout si on est en normopoids avant le confinement. Et pour cela, en gardant la notion d'équilibre alimentaire, c'est de limiter fortement les produits sucrés et au besoin, à ce moment-là, diminuer dans un second temps, s'il y a toujours prise de poids, les produits céréaliers et la matière grasse, mais sans les supprimer. Mais c'est quand même bien de pouvoir adapter, d'essayer de maintenir un minimum et effectivement de pouvoir les cadrer entre les repas, ça donne aussi un rythme à sa journée. Ok, c'est très clair. Alors, on avait une dernière question. Oui, vas-y, Franck. Est-ce que je peux ajouter une chose? C'est que pas mal de personnes sont confinées à domicile et si elles ont du temps, il y a une étude qui est promue par l'AFA qui s'appelle Mickey Note et dont le but est de renseigner sur la corrélation entre l'évolutivité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et la composition de l'alimentation. Donc c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site Mickey Note et pour ceux qui ont le temps, c'est bien de pouvoir participer à cette étude. Merci Franck, c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que c'est une étude quand même qui est une étude assez originale et qui prône que le patient lui-même peut apporter des données pour améliorer la connaissance sur la maladie et les facteurs alimentaires. Donc effectivement, c'est très important cette étude. La dernière question, on y a un petit peu répondu tout à l'heure avec Audrey, c'est sur la question de sortir pour aller faire ses courses alors que j'ai une Mickey sous immunosuppresseur. Comment on peut s'arranger avec ça? On peut peut-être limiter les déplacements, par exemple effectivement en demandant à une personne avec laquelle on vit de pouvoir faire les courses. Pour autant, ou de gonfler un petit peu ses stocks pour éviter de revenir à plusieurs fois, évidemment sans tomber dans ce qu'on a connu comme excès en début de confinement. Mais pour autant, à partir du moment où on observe les mêmes gestes barrières que pour une personne qui est non Mickey,
Et là, il faut bien insister sur le fait de bien se protéger, de protéger les autres, à savoir quand on démarre ses courses, il faut pouvoir se frictionner les mains au gel hydroalcoolique. Alors, ça peut être aussi à disposition au sein du magasin dans lequel on se rend. Sinon, essayer d'en avoir sur soi. Les pharmacies se rapprovisionnent actuellement. Ensuite, peut-être choisir des aliments qui soient le plus emballés. Et je pense notamment peut-être choisir une salade emballée en sachet plutôt qu'en vrac. Les fruits aussi, par exemple plutôt un sachet de pommes que des pommes que chacun aura pu toucher. Ensuite, mettre ses courses directement dans ses propres sacs de courses. Arriver à la maison avant le déconditionnement, bien se laver les mains au savon. Pensez à enlever les emballages, notamment des yaourts, des œufs, avant de les mettre dans le réfrigérateur, qui lui-même doit être décontaminé régulièrement, ou à la javel, ou à un autre détergent alimentaire. Et pensez aussi, pour les fruits, à bien les laver, voire les éplucher avant de les consommer. Ok, bah écoutez, c'est très clair. Alors, je crois qu'on a fini cette foire aux questions. On a mis 30 minutes, donc c'est parfait. C'était le timing qu'on s'était donné. Je voulais vraiment vous remercier beaucoup du temps pour cette foire aux questions parce que c'était vraiment important. Et puis, vous êtes quand même une équipe formidable. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous répondre. Et puis, on se voit très bientôt, j'espère, sans les masques et j'espère de façon un peu plus amicale et conviviale que par écran interposé. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir.